bon vent m'amène à la littérature. Bah, tout simplement, j'ai un papa qui est assez strict et qui m'a dit mais ça va pas, tu vas pas faire d'études de lettres. Donc je me suis retrouvée à faire d'autres études et qui m'ont beaucoup servi parce que en fait j'ai fait pas mal de géopolitique, de relations internationales, etc. Et l'engagement se retrouve aussi dans mes livres. Mais depuis toute petite, c'était mon rêve de petite fille. J'avais 7-8 ans, j'écrivais déjà des petites histoires, j'allais à Rabat chez mes grands-parents. Ma grand-mère me lisait beaucoup de livres. Et ensuite, j'ai commencé à écrire. Et ce que j'ai raconté quelques fois, c'est qu'un jour, j'écrivais des histoires comme ça et je lui lisais. C'était des histoires franchement pas publiables. Hein. À l'époque, elles n'étaient pas encore assez travaillées. Et elle m'a regardée et elle m'a dit j'ai hâte de lire tes livres. Et ce moment, il a été fondateur pour moi. Je crois qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous donne du courage pour continuer. Et ça a été elle. Et puis c'est pour ça que je lui dédie d'ailleurs mon premier roman, La poule et son cumin. Et, et depuis, bah, j'ai toujours eu envie d'écrire, même quand j'étais étudiante, j'ai travaillé, j'écrivais à côté, j'ai essayé de me faire publier, et il a fallu un peu de temps comme tout le monde parce que j'avais pas de réseau là-bas à Paris. Et puis c'est passé et j'en suis ravie. Et du coup, je reviens quelque part à ce qui ne m'a jamais quitté, c'est la littérature. Même si c'est vrai que sur le papier, on peut se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait le grand écart, mais pas du tout. C'est juste qu'à côté, j'écrivais toujours, mais on l'a en nous ou on l'a pas en fait. La littérature, c'est pulsionnel, quel que soit ce qu'on fait comme études. Ouais. Et vous êtes mardiya, comme on dit en arabe, puisque vous avez dédicacé le premier roman à votre père et le deuxième, Ma grand-mère et celui-là à ma mère. à la maman qui est présente parmi nous ce soir et à qui nous souhaitons bien sûr. Qui a vécu à Jdida aussi avec ma tante. Donc elles sont venues en pèlerinage à Jdida. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus et merci pour votre présence. Alors, parlons un petit peu de ce roman, Souviens-toi des abeilles. Avant de parler du roman, on va parler un peu de l'histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette histoire? Bien sûr. Sinon, je vais tout dire. On va pas tout raconter. Bah, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, j'espère que ça va vous donner envie de le lire. En fait, on commence le livre par une scène un peu inaugurale où il y a une maman qui veut sauver son nourrisson, son bébé, qui a des spasmes, qui est malade, on ne sait pas ce qu'il a. Il est 3 heures du matin, on est à 1 heure d'Agadir, dans le Haut-Atlas, dans un petit village. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pharmacien, elle ne sait pas comment l'aider. Et comme dernier remède, elle se dit, il faut que je lui donne du miel. Donc elle va dans cet endroit magnifique, qui est un lieu qui existe vraiment, qui est le plus ancien rucher collectif du monde, qui s'appelle le rucher du Saint à Inzerki, qui vient de la tradition des greniers berbères, des greniers à Mazir. Il y en avait pour les céréales, le blé, l'or, et là c'était pour le miel. Et donc dans ce rucher-là, il y a les ruches qui appartiennent chacune à une famille. Et il y a des règles. Notamment, tu ne prendras pas du miel qui ne t'appartient pas. Et elle, comme il n'y a plus de miel dans la ruche de sa famille, elle prend du miel qui ne lui appartient pas et elle le donne à son bébé. Et ensuite, on retrouve la mère 10 ans plus tard, qui est comme emmurée dans une folie, on ne sait pas ce qu'elle a. Et on a ce petit garçon qui s'appelle Enir, qui a 10 ans, qui essaye de l'aider et qui n'arrive pas à l'aider. Et on suit ce petit garçon avec son grand-père qui lui apprend plein de choses sur les abeilles, la nature, ce village, les légendes. Et on découvre au fur et à mesure du livre ce qu'a la mère et le secret de famille il y a évidemment un secret de famille qui explique ce qu'elle a et le petit garçon n'est pas au courant, comme le lecteur et la lectrice ne sont pas au courant. Ben, vous avez tout dit, c'est pas la peine d'acheter le roman. Alors. Ah bah non, j'ai pas raconté la fin, ni le secret. Ben, je vais la raconter. Ah bah non, faut pas la raconter. Ah, j'allais dire moins que ça. Alors, le roman dans son ensemble, donc le personnage central c'est Anir. Je pense qu'Anir veut dire l'ange en langue amazigh. Anir, c'est un prénom amazigh qui veut dire ange et qui vient de la racine arabe Noor, qui veut dire lumière. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai choisi ce prénom parce que quand je suis allée là-bas, je suis restée avec les villageois. J'ai demandé à l'université d'Agadir de m'envoyer des études sur ce lieu parce que tout est vrai sur le lieu, mais l'intrigue est inventée. Donc on apprend plein de choses sur ce lieu-là, qui va bientôt, j'espère, rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est en train d'essayer de travailler là-dessus avec le ministère de la Culture.
Et donc tout est vrai dans ce lieu. Et quand j'ai demandé aux villageois, bah tiens, les enfants, comment ils s'appellent, j'ai un universitaire d'Agadir qui m'a raconté une histoire, qui m'a dit, bah moi je viens de cette région, et quand j'étais petit, mes parents voulaient m'appeler Enir, qui est un des prénoms du coin. Mais à l'époque, au Maroc, on ne pouvait pas donner des prénoms à Mazir. Et maintenant, on peut. Donc maintenant, il y a cette possibilité de donner ces prénoms-là. Donc il m'a dit, bah, maintenant, les jeunes enfants, ils peuvent s'appeler Anil, par exemple. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre en avant ce patrimoine à Mazir. Et il y a 3-4 jours, j'étais dans un lycée et il y avait un petit garçon qui s'appelait Anir. Et c'était très, très mignon parce qu'il m'a dit, ah, bah, moi aussi je m'appelle Anir, comme le personnage du roman. Parfait. Donc je rappelle, Anir a 10 ans et il partage sa vie avec son père, qui est à la fois absent mais présent. Absent parce qu'il quitte le village pour aller travailler à Agadir, parce que le bonheur est presque impossible dans ce village avec la sécheresse et le dérèglement climatique. Il y a une mère qui est présente mais qui est absente en même temps, donc elle est présente physiquement mais elle est absente parce qu'elle sombre dans sa folie. Et puis il y a le grand-père qui apprend à l'enfant le mystère de l'apiculture, donc c'est un apiculteur, et donc c'est avec le grand-père que l'enfant passe le plus clair de son temps. Alors justement, vous avez choisi de raconter cette histoire dans la perspective d'un enfant. Alors pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire à la hauteur d'un enfant? Bah, en fait, quand j'ai découvert ce lieu par hasard, via un article de journal où il disait au Maroc, dans le plus ancien rucher collectif du monde, le bourdonnement des abeilles laisse place au silence. Et j'ai trouvé cette phrase assez triste et assez belle en même temps. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de plus vieux rucher collectif? Moi j'adore le miel, alors avant ce livre, je connaissais pas grand-chose aux abeilles et j'ai découvert plein de choses. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce rucher? Je ne connais pas. Et on connaît assez mal notre patrimoine au Maroc. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est fou. En plus, c'est entre Agadir et Marrakech. Et moi, j'y allais souvent petite. Comment ça se fait que je ne connais pas? Et quand j'y suis allée, ben, j'ai vu un lieu magnifique. Et en même temps, bah, il y avait quelques étrangers qui connaissaient, qui étaient des passionnés de miel, mais peu de Marocains. Et en fait, beaucoup de gens ne connaissaient pas ce lieu. Et quand j'y suis allée, j'ai demandé un peu aux villageois l'histoire du lieu, etc. Ils me racontaient plein de choses. Ils avaient une lumière dans les yeux quand ils racontaient, quand ils parlaient. Ils me racontaient les histoires, il y a des légendes, il y a un saint qui est venu donner sa baraka pour qu'il y ait du bon miel, etc. Et à un moment, il y avait des enfants qui jouaient et ils me disaient, la personne notamment à qui je parlais, elle me disait, bah, on est passé de 80 familles à 4 ou 5. Et à cause du manque d'eau, les abeilles meurent, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, et du coup, cette sécheresse fait qu'il y a une sorte d'exode rural forcé. Et il me racontait, le monsieur, que bah, c'était difficile pour eux d'aller en ville, parce que même s'ils avaient un savoir-faire incroyable, ben, en ville, ça servait pas à grand chose. Et il n'y avait pas les bons réseaux, les bons diplômes, etc. Donc c'était compliqué. Et je lui ai dit, il y avait son petit garçon qui jouait juste derrière. Et je lui disais, mais les enfants, ils deviennent quoi en ville quand vous êtes obligés de partir? Et là, alors qu'il était vraiment. Il me racontait avec une lumière dans les yeux, etc. Et ben, il y a eu une sorte de voile de tristesse dans son regard. Il a baissé les yeux et il m'a dit ce mot en Darija, il m'a dit, les enfants, les enfants, ils subissent, ils payent les pots cassés. Et en fait, ça m'a bouleversée quand il m'a dit ça. Et je me suis dit que j'avais envie de parler de ça, en fait, de cette vulnérabilité de l'enfance, avec ce manque d'eau, cette sécheresse, et de parler d'écologie. Mais c'est des mots rationnels, l'écologie, le changement climatique, on parle à la tête, on parle pas au cœur. Et via un petit garçon de 10 ans qui, en fait, doit à un moment ou pas quitter sa terre, et on sait, parce qu'il y a des fléaux au Maroc sur l'enfance vulnérable avec la mendicité, parfois la pédophilie, la prostitution, c'est des choses très dures en fait que on vit au Maroc quand l'enfance n'est pas protégée par une famille, protégée aussi financièrement, etc. Bah, c'est violent et je voulais mettre en avant ça, ces injustices entre la